Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission, l'invité de la rédaction sur Dash Media, La Voix de l'Afrique. Pour ce numéro, nous allons parler économie. Nous parlerons de la gestion d'actifs en zone CEMAC. On fait le point tout à l'heure. Je vous laisse vous installer confortablement et vous allez découvrir juste après qui sera notre invité pour parler de cette thématique ce soir. À tout de suite, on se retrouve bientôt. Notre invité nous a rejoint, il s'agit de Eugène Sisseko, président de l'Association professionnelle des sociétés de gestion de portefeuille de la zone CEMAC, en abrégé ASGPAC, et également directeur général de ASCA Asset Management. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Nous parlerons principalement ce soir de la gestion d'actifs en zone CEMAC. On va essayer de faire le point. Mais déjà, quels sont les objectifs de l'association que vous présidez? Alors déjà, merci de m'avoir invité sur votre plateau télévisé. On va dire que principalement, l'objectif prôné par l'ASGPAC est tout simplement en fait de défendre, on va dire, la cause de la profession, de la corporation. Globalement, on s'est constitué tout récemment, en fait tout récemment, ça fait à peu près 2 ans, en association pour défendre effectivement certaines requêtes, certaines exigences soulevées par les asset managers, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de sujets en commun. Donc, on a préféré parler d'une même voix et on a donc décidé, et ça, c'était, je pense, il y a de cela à peu près 4-5 ans. Donc, l'idée, on a commencé à la mûrir depuis plusieurs années et ce n'est qu'à peu près il y a 2 ans et demi, 3 ans que cela a été effectif à travers la création donc de cette association-là. Globalement, l'association nous aide à, comme je le disais tantôt, hein, de porter très haut effectivement entre guillemets nos désirs, parce qu'aujourd'hui on a plusieurs sujets d'ordre professionnel qui tiennent notamment compte bien sûr de certains sujets liés à la fiscalité, liés également à l'harmonisation par exemple des principes comptables. Et à date, il y a des travaux qui sont menés et c'est l'association bien sûr qui porte ces différents travaux-là. Et sinon, quelle est la composition de cette association? Combien de membres comporte-t-elle? Alors à date, je dirais plutôt à fin décembre 2022, puisque nous sommes en 2023, on était 11 asset managers. 11 asset managers qui aujourd'hui constituent donc l'association professionnelle des sociétés de gestion de portefeuille d'Afrique centrale, dont 2 sont issus de groupes bancaires, dont en l'occurrence EDC Asset Management et ASCA Asset Management. Les 9 autres bien sûr étant des indépendants. Une semaine de cela, Douala a accueilli un événement régional à la BVMAC, la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Et il y avait pendant cette cérémonie la première cotation. Quel était l'objectif de cette première cérémonie de cotation? Alors, l'objectif de cette cérémonie était principalement en réalité de lister le titre, c'est-à-dire mettre le titre à la cote. Le listing en fait du titre permet tout simplement à ce que ce titre soit accessible à tout le monde. Globalement, c'est ce qu'on dit, enfin, le jargon utilisé dans la profession, c'est de dire que le titre est disponible sur le marché secondaire. C'est-à-dire que vous et moi, si jamais on souhaite acquérir ce titre, on aura tout simplement à transmettre un ordre à une société de bourse. Et cette société de bourse-là ira sur cette plateforme, qui est bien sûr la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, acquérir la valeur en question. Donc globalement, cette cérémonie était tout simplement de dire au public, on va dire au grand public, que la valeur est disponible et que les transactions, bien sûr, peuvent démarrer tout simplement entre les différents acteurs. Et que vous savez très bien que ces acteurs-là sont tout simplement des acheteurs et des vendeurs sur le marché financier. À quel moment est-ce que le COSUMAC et la BVMAC interviennent dans vos activités? Alors, la COSUMAF, principalement parce que la COSUMAF est le régulateur des gestionnaires d'actifs. Donc, globalement,
il faut savoir que chaque gestionnaire d'actifs, pour pouvoir être agréé, soumet un dossier auprès du régulateur. Au même titre, hein, même en France, vous soumettez un dossier à l'autorité de marché financier, pareil également en zone UEMOA ou partout ailleurs. Ce n'est bien sûr qu'après obtention du visa, que vous pouvez agir ou bien exercer en tant que gestionnaire d'actifs. La BVMAC, on a un lien bien entendu parce qu'en réalité, il faut comprendre que la BVMAC est tout simplement une sorte de plateforme. Un asset manager a besoin, dans le cadre de sa profession, d'acquérir certaines valeurs mobilières. Et la BVMAC, pour nous, est une sorte de provider, c'est-à-dire que si jamais l'asset manager a besoin de constituer, par exemple, dans son portefeuille de valeurs telles que des actions, etc., ou bien des obligations syndiquées, ce n'est que, bien sûr, sur la plateforme de la BVMAC que cet asset manager peut acquérir ces valeurs-là. Donc, voilà un peu les différentes relations que nous avons avec la COSUMAF et, bien entendu, la BVMAC. Vous êtes à la tête de cette association depuis quelques mois, récemment élue. Quel est votre plan d'action pour les 2 ans à venir? Alors, le plan d'action, c'est vrai qu'il est extrêmement vaste. Dans la mesure, tout à fait. Dans la mesure où, en réalité, c'est une nouvelle association. Et qui dit nouvelle association dit beaucoup de challenges à relever. Et naturellement, voilà, quand j'ai été élu au poste de président, on va dire globalement, le challenge se portait beaucoup plus sur l'aspect fiscal, comme je le disais tantôt, l'aspect fiscal et bien sûr les principes comptables qu'il fallait édicter, sur lesquels il fallait réfléchir afin d'avoir une sorte d'harmonisation. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas le cacher, chaque asset manager a son, a des traitements comptables appliqués sur les différents produits, qui sont bien sûr les fonds en commun de placement, ainsi que le sujet fiscal. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous vous approchez de chaque asset manager, vous leur posez la question de savoir comment est traité tel produit de placement. Vous avez des réponses différentes. Donc le sujet aujourd'hui est un peu d'harmoniser cette pratique fiscale ainsi que cette pratique comptable, et notamment bien sûr avec les différentes interactions que nous avons avec la Banque centrale, le régulateur lui-même, la COSUMAF, et bien entendu la Bourse des valeurs mobilières qui nous épaule également dans cette démarche-là, et bien entendu d'autres acteurs parallèles. Pensez-vous en 2 ans pouvoir finaliser les chantiers de l'AS-JPAC? Alors, 2 ans, c'est peu et beaucoup en même temps, je dirais. Peu dans la mesure où, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est une nouvelle association, donc en cours de démarrage. Donc, c'est clair qu'il y a pas mal de chantiers à réaliser. C'est beaucoup également parce qu'en réalité, tout ça dépendra de l'engagement on va dire, qu'auront les différentes parties. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on se rend compte que chaque partie est totalement impliquée dans la tâche qui lui est confiée, je peux vous garantir que 2 ans, ça peut être très short en même temps. C'est-à-dire que, qui sait, peut-être qu'au bout d'1 an ou bien au bout d'1 an et demi, certains chantiers seront, certains chantiers trouveront des solutions assez rapidement. Mais la seule variable qui pourrait, bien entendu, ne pas être contrôlable, c'est celle où nous avons plusieurs acteurs, malheureusement ou bien heureusement, qui feront partie de la démarche. Nous avons la COSUMAF, nous avons, comme je disais, la Banque centrale et bien entendu la Bourse des valeurs mobilières qui, eux également, ont leur calendrier d'action. Donc, ce n'est qu'après, bien sûr, concertation, qu'on pourra facilement dire aujourd'hui, 2 ans, c'est peu ou bien 2 ans, c'est beaucoup. Donc, il suffira bien entendu de discuter, d'échanger avec ces différentes parties-là et ce n'est qu'après dans ces différents échanges-là qu'on pourra, comme je le disais, reprendre aisément à votre question. D'après nos informations, votre élection, plus ou moins à la tête de cette association, n'est pas anodine. Vous êtes un féru de finances. Pouvez-vous nous parler de votre parcours, Monsieur Eugène? Voilà, donc, alors,
Je dirais que ça fait quoi, 14 ans que je suis dans la finance, dans le monde de la finance, principalement dans la finance de marché. J'ai donc débuté dans la salle des marchés de la Standard Chartered Bank, qui est une banque anglaise que vous connaissez certainement, en tant que trader de tout, et bien sûr trader Forex. J'ai occupé ce poste pendant à peu près 2 ans et demi. Par la suite, j'ai intégré bien sûr l'équipe commerciale qui principalement commercialisait, excusez-moi le terme, les produits dérivés. Je ne veux pas parler des produits dérivés. Voilà, comprenez que je commercialisais les produits dérivés. Comme dernière fonction, j'ai également participé à, je dirais, à la gestion d'actifs passifs. En fait, on va dire tout simplement l'asset management également, mais je dirais qui est différent de l'asset management qu'on fait au sein de ces sociétés de gestion d'actifs propres. Donc, ce n'est qu'après 8 années passées à la Standard Chartered Bank que j'ai donc décidé de partir donc de la Standard Chartered afin de voir d'autres horizons. Et c'est par la suite donc j'ai donc intégré l'équipe de Ask Asset Management en tant que gérant de portefeuille. Et 2 ans après mon intégration, bien sûr, de la société de gestion de portefeuille, au sein de la société de gestion de portefeuille, j'ai donc en 2018 été nommé au poste de directeur de gestion. Et j'ai également passé 2 ans, et ce n'est que par la suite, bien sûr, que j'ai été désigné directeur général de la dite structure. Je pense que pour quelqu'un qui aimerait vous ressembler ou plus ou moins essayer d'avoir votre parcours, il est important de savoir quelles sont les études que vous avez faites. Alors, mes études sont très simples, hein. Il n'y a rien de, je dirais, d'extravagant. Alors, moi, j'étais à l'IRIC, à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, bien sûr. J'ai été dans l'option banque finance internationale. Bon, ce n'est que par la suite que j'ai essayé de meubler un peu ma formation à travers différentes formations, bien sûr, faites au sein de la Standard Chartered. Il faut peut-être comprendre que chez les anglo-saxons, ils insistent particulièrement sur ce qu'ils appellent vocational training. Voilà, c'est à travers, bien sûr, des e-learning que vous réalisez au courant, bien sûr, de votre parcours professionnel. Donc, durant mes 8 ans, j'ai eu à faire, bien sûr, plusieurs e-learning. Et j'ai également participé à pas mal de formations hors du pays, notamment au Kenya, au Ghana, etc., et au Nigeria. Voilà, et bien entendu, en tant que acteur de la salle des marchés, à un moment, on nous a exigé de faire une sorte de certification d'ailleurs qui a été faite et qui m'a aujourd'hui permis de faire partie des cambistes internationaux. Donc, c'est on va dire, une diplomatie reconnue dans le monde. Voilà, et bien entendu, j'ai eu également à faire certaines certifications au sein de certaines grandes écoles européennes. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que mon parcours, tout le monde peut le faire. Il n'y a rien de complexe, il n'y a rien d'extravagant, et voilà. Reparlons maintenant de votre fonction de président. Comptez-vous vous représenter à la fin de votre mandat à la SGPAC? Alors ça, c'est une très bonne question. Donc, alors, je pense que l'avenir nous le dira. J'ai dit qu'il y a pas mal de chantiers à suivre et à réaliser. Au bout de la 2e année, je pourrais me prononcer. En quoi est-ce que les produits et services que proposent les gestionnaires de portefeuille sont-ils plus rentables que l'épargne classique ou les microfinances, les services proposés par les microfinances? Ça également, c'est une très bonne question. J'ai d'ailleurs eu à répondre à cette question à plusieurs reprises. L'analyse que je ferai en fait, je pourrais peut-être répondre à votre question sur plusieurs volets. Bien sûr. Alors, le conseil qu'on peut véritablement donner à tout investisseur est celui-là. Celui qui investit ne doit pas uniquement se focaliser sur le volet rendement.
sur le volet rentabilité, taux d'intérêt, etc. Parce qu'en réalité, vous pouvez investir sur un produit rentable, mais à la fin, ne pas bénéficier ou bien ne pas rentrer dans le capital. C'est-à-dire que la première année, on vous payera du 15-20%, mais à la fin de votre placement, le capital placé peut ne pas vous être restitué. Donc, globalement, moi, je dirais tout simplement que ne regardez pas le sujet rendement, parce qu'on a tendance généralement à dire que les produits bancaires classiques, qui sont bien sûr les dépôts à terme ou bien les bons de caisse, génèrent plus de rendement que vos produits OPCVM. Je dirais c'est vrai, c'est pas vrai, dans la mesure où tout ça dépend de la stratégie d'investissement. Un client qui est bien sûr regardant sur le taux de rendement, on va orienter le client sur des produits entre guillemets exotiques, des produits qui pourraient générer un rendement qui pourrait bien entendu satisfaire le client. C'est-à-dire qu'on va peut-être décider d'investir sur des actifs entre guillemets un peu plus risqués. Donc il aura ses 15-20%. Mais de notre côté également, on aurait pu avoir, je dirais, une stratégie inverse, c'est-à-dire décider uniquement de nous cantonner sur des actifs moins risqués, qui pourraient bien sûr à la fin vous générer du 2 ou 3% annuellement. Donc globalement, le principal avantage de nos produits, c'est tout simplement, moi ce que je vends aujourd'hui, en tout cas auprès de certains investisseurs, c'est, alors, ils participent de la diversification. Un client qui vient faire un placement, je dis, au-delà bien sûr de vos produits DAT et autres, faites également de l'OPCVM parce que ça vous permet de diversifier vos différents placements. Ça vous permet également de pouvoir les monétiser, c'est-à-dire que, et ça c'est l'un des principaux avantages de nos produits, c'est de dire aujourd'hui, vous avez de la trésorerie, vous avez besoin de faire un placement d'une semaine, de 2 semaines, c'est possible. Alors que sur d'autres produits bancaires, on a, je dirais, quelques contraintes, parce que généralement, il y a des délais de maturité minimum. Mais ce type de placement, c'est pas beaucoup plus risqué, le placement à court terme sur 1 ou 2 semaines pour l'investisseur? Alors, pas du tout alors, parce qu'en réalité, généralement, dans le jargon financier, bien dans la, je dirais, dans la pratique financière, plus le placement est court, moins il est risqué. Et plus le placement est long, plus il est risqué. Donc, globalement, je dis une fois de plus, tout ça tourne au niveau de la stratégie d'investissement. Un client qui n'a pas besoin d'avoir, bien entendu, un taux super élevé, on va tout simplement mettre à sa disposition les produits qui génèrent le moins de risques. Forcément, un produit qui génère moins de risques n'a pas également un rendement conséquent. Donc voilà un peu globalement ce que je peux dire sur le sujet, mais peut-être insister sur un point. J'ai tout à l'heure fait allusion, j'ai parlé de la diversification, j'ai parlé bien sûr de la monétisation, donc de la liquidité du titre. Il y a également d'autres aspects qui sont également très importants. Il s'agit notamment, c'est-à-dire que ce sont des supports qui peuvent être utilisés comme des garanties. Dans notre jargon, on parle de nantissement. Des garanties, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez besoin de bénéficier d'un crédit bancaire ou bien tout autre, vous pouvez utiliser ce produit-là comme une garantie, comme un collatéral. Donc, il y a beaucoup d'autres avantages. Voilà. Les banques proposent déjà ce type de service, je crois. Alors, les banques proposent plutôt les produits classiques. Les produits classiques que vous connaissez, voilà, c'est les dépôts à terme, les bons de caisse, tout simplement. Nous sommes allés un peu au-delà. Peut-être pour rappel, comme je le disais tout à l'heure, il y a des banques qui ont créé des sociétés de gestion de portefeuille. C'est tout simplement pour combler, en fait, je dirais, la panoplie de leurs produits de placement. Vu qu'elles sont filiales, c'est tout simplement une sorte de continuité, en fait, de l'activité commerciale. Mais une activité commerciale qui a décidé d'être filialisée. La raison pour laquelle aujourd'hui, dans le groupe, bien sûr, Attijari, vous avez des produits commercialisés par la banque commerciale. Vous avez également des produits commercialisés
par la société de gestion donc d'actifs qui gère tout un autre aspect. Comment comptez-vous œuvrer pour une activité multicapacitaire des sociétés de gestion de portefeuille? Alors, je dirais dans mon chronogramme, effectivement, ça a été l'un des points que j'ai soulevé. Alors, la plupart des asset managers aujourd'hui ont fait un constat qui est celui, bien sûr, de vouloir un peu diversifier leur activité. C'est celle-là qui consisterait tout simplement à pouvoir faire de la gestion classique d'OPCVM, mais également à faire, je dirais, par exemple, à pouvoir gérer des fonds immobiliers à travers notamment des produits que nous appelons des OPCI. Faire également d'autres métiers, à savoir le capital et l'investissement, etc. D'ailleurs, des métiers qui viennent, ou bien des activités qui viennent tout récemment d'ailleurs d'être agréées par le régulateur, tout à fait, sur le marché financier sous-régional. Donc, l'idée en fait de l'asset manager aujourd'hui, c'est de faire un peu une activité qui puisse regrouper toutes ces activités-là. Vous m'excuserez en tout cas de la répétition. Donc, l'idée, c'est un peu ça. L'idée, c'est de dire, OK, aujourd'hui, un asset manager tel que Ask Asset Management, qu'il puisse faire de la gestion classique de PCVM, qu'il puisse également qu'il puisse gérer des fonds immobiliers, qu'il puisse également faire du capital d'investissement, qu'il puisse également faire de la titrisation, etc. Donc, mais pour ce faire, et ça d'ailleurs on l'a vu le commun accord, pour ce faire, il faut véritablement avoir des capacités. Qui dit capacité, il dit forcément formation. Donc on aura forcément besoin d'avoir tous les acteurs qui vont certainement se redéfinir. Et quand je parle de redéfinition, ça voudra forcément dire réfléchir sur un cadre qui permettra bien sûr de faire en sorte que tout le staff qui sera dédié bien sûr à cette activité qu'ils choisiront, que tout ce staff-là puisse monter en compétences. Et à la suite donc de cette montée en compétences, c'est de soumettre un dossier proprement dit au régulateur et que le régulateur également puisse puisse faire une sorte d'analyse, parce qu'en réalité, celui qui a le fin mot, c'est le régulateur. Et si on regarde bien sûr du dossier qui sera donc produit, bien présenté auprès du régulateur, qu'on va certainement soit vous octroyer un agrément, soit vous refuser. Mais l'idée derrière, bien sûr, cette démarche, c'est de dire, OK, nous sommes prêts, on mettra des moyens, que ce soit de manière capitalistique, même sur le plan technique ou bien humain, on le fera, mais l'idée derrière, bien sûr, est de nous permettre véritablement de monter en compétence avant toutefois de soumettre un quelconque dossier au régulateur. Nous touchons à la fin, nous arrivons plus ou moins à la fin de cette émission. Votre mot de fin, je souhaiterais essentiellement que vous nous dites, Monsieur Eugène, qu'est-ce que vous pensez du marché sous-régional, du marché financier sous-régional? Et y a-t-il espoir que les choses s'améliorent? Où en sommes-nous et qu'est-ce que vous pensez? Bon, moi je pense qu'il y a déjà une bonne amélioration quand vous faites une analyse comparative entre le début du marché financier en Afrique centrale et quand vous faites une comparaison également par rapport à, voilà, disons, fin de décembre 2022, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu, je dirais, une évolution assez considérable. C'est-à-dire qu'en novembre 2011, quand on commence d'ailleurs à émettre des titres publics, ces titres publics d'ailleurs ne représentaient que 0,1% du PIB de la zone. Et aujourd'hui, nous parlons je dirais, de la valeur des titres qui représente à peu près 7,4% du PIB de la même zone. Donc, ça montre quand même un bond assez considérable. Nous partions à l'époque, en 2010, quand on commençait encore les émissions, je dirais, des titres syndiqués sur la bourse. À l'époque, bien sûr, la DSX, la Dollar Stock Exchange. Aujourd'hui, nous parlons de plusieurs valeurs listées également.
Et au-delà de ça également, sur le marché de la gestion d'actifs, quand vous prenez des dates et que vous les comparez, c'est-à-dire je prends 2016 à 2022, en 2016, on avait quoi? On avait à peu près, je pense, deux sociétés de gestion de portefeuille. Il y a à peu près 3 fonds, si je ne me trompe pas, 3 fonds. Et aujourd'hui, on a à peu près 30 fonds et 11 sociétés de gestion de portefeuille. Donc, vous voyez quand même qu'il y a un bond assez considérable. C'est clair qu'il y a des améliorations parce qu'aujourd'hui, on nous attend sur certaines pistes, notamment l'accélération, je dirais, des différents travaux qu'il y a à mener, par exemple, sur des instructions, parce qu'aujourd'hui, le règlement général a été défini. Il faut maintenant que ce règlement général-là soit accompagné par certains textes spécifiques. Donc, c'est ça les principales attentes aujourd'hui sur le marché financier. C'est-à-dire que dès que ces différents règlements, ou bien si vous voulez, les instructions seront produites, ça nous permettra en tout cas de nous impliquer pleinement dans l'exercice de nos différentes fonctions. Justement, qui fixe ces lois qui encadrent vos activités? Il faut savoir que c'est un travail concerté. Généralement, c'est le régulateur qui porte le chapeau. Mais en réalité, le régulateur, pour avancer dans ces différents travaux, généralement se concerte avec le marché. Donc, nous, généralement, je parle bien de l'association professionnelle de sociétés de gestion de portefeuille, généralement œuvre bien sûr à la confection de ces différentes instructions et règlements. Et nous ne sommes pas les seuls. Il y a également l'association des sociétés de bourse d'Afrique centrale. Il y a bien sûr la COSUMAF. Celui qui pilote un peu également, il y a également la Banque centrale, voilà. Et d'autres acteurs, la Bourse des valeurs mobilières. Donc, c'est un peu globalement différentes parties prenantes qui participent donc à l'élaboration de ces différents textes. Voilà. Merci, Monsieur Eugène Sisseko, d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, c'était l'invité de la rédaction sur Dash Media. Nous avons parlé d'économie ce soir, la gestion d'actifs en zone CEMAC. Nous avons fait le point avec Monsieur Eugène Sisseko, qui est le président de l'association professionnelle des sociétés de gestion d'actifs de la zone CEMAC, l'ASGPAC, et directeur général de ASCA Asset Management. N'oubliez pas de continuer de nous suivre sur nos plateformes. Merci d'avoir écouté et d'avoir suivi cette émission. Restez connectés sur notre antenne Dash Media de Voice of Africa. Au revoir.